universelle. Le journal Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Les titres. Le Ghana se dit prêt à soutenir le Mali dans la lutte contre le terrorisme. C'est l'une des principales informations que l'on retient de l'entretien que le ministre ghanéen de la Sécurité a eu avec son homologue du Mali. Nous ferons le point avec Tamsir Diabaté dans ce journal. Le Mali participera à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui à Sochi, dans le sud de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale, à la tête d'une forte délégation, est déjà sur place. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux Siriki Damele et Abdel Salam Bambara. L'actualité dans les pays de l'AES, c'est bien le lancement de la deuxième phase des mesures sociales du gouvernement, un programme qui vise à débarrasser le Burkina Faso des déchets. Nous ferons le point avec nos correspondants. Au Niger, l'actualité, c'est bien l'empoisonnement des mares dans la région de Maradi. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue. Le ministre de la Sécurité nationale du Ghana a effectué hier une visite de quelques heures à Bamako. Une visite au cours de laquelle il a eu une séance de travail avec son homologue du Mali. Le Ghana se dit disponible à accompagner le Mali dans la lutte contre le terrorisme. On fait le point avec Tamsir Diabaté. Le terrorisme, la nébuleuse. Le Mali s'est tracé la voie afin de lutter efficacement contre ce fléau. À la lumière de nombreuses victoires que les forces armées maliennes enregistrent au quotidien inspirent d'autres pays. Le Ghana, par la voix de son ministre en charge de la sécurité nationale, est venu réaffirmer le soutien de son pays aux autorités maliennes dans la lutte contre le terrorisme. Le Mali et le Ghana sont deux pays liés par l'histoire et la géographie. Et quoi de plus normal pour les deux pays de cheminer ensemble et surtout dans un contexte de crise sécuritaire. Albert Kandapa, ministre de la Sécurité nationale du Ghana. So many years ago, our leaders, trois de nos présidents ont eu l'idée de se mettre ensemble pour former ce qui a été connu comme l'Union Ghana-Guinée-Mali face à l'impérialisme, au colonialisme, etc., etc. Donc, je me pose la question, je m'interroge aujourd'hui, si nous ne devions pas ensemble se mettre ensemble pour mutualiser nos forces afin d'aider les pays qui sont aujourd'hui en train de confronter les défis sécuritaires dans notre sous-région, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. La séance de travail s'est poursuivie à huis clos. Question sécuritaire oblige. Un exercice élargi par la suite aux deux délégations. Le ministre ghanéen, dans son exposé, a salué la montée en puissance des forces armées maliennes sur le théâtre des opérations. Une montée en puissance qui inspire l'hôte du jour. Albert Kandapa, ministre de la Sécurité nationale du Ghana. Let's not forget this old adage. Il est absolument nécessaire aujourd'hui d'unir nos forces, de mutualiser nos forces pour pouvoir surmonter le défi et combattre le terrorisme et amener justement remporter la victoire contre ces groupes terroristes aujourd'hui. Cette deuxième visite du ministre ghanéen de la Sécurité nationale est sans nul doute un précieux indicateur de raffermissement des liens de coopération entre les deux pays. En somme, le ministre ghanéen a réaffirmé la volonté de son pays à travailler avec les pays de l'AES pour véritablement lutter contre le terrorisme. Albert Kandapa, ministre de la Sécurité nationale du Ghana. I believe we must articulate a new narrative and convey to the world. Il faut peut-être définir un autre narratif pour cette situation. Le Mali, le Burkina et le Niger, donc de grosses pointures de la CEDEAO qui se sont retirées. Et quand vous prenez particulièrement le cas du Mali, je vous dis que sur les 30 millions de Ghanéens, il y a au moins 10%, c'est-à-dire 3 millions de Maliens qui vivent aujourd'hui au Ghana et qui sont partie intégrante donc, de la communauté et donc, de la vie économique et sociale donc, de notre pays. Donc il est extrêmement important
d'avoir tout ceci en tête et avant donc de pouvoir condamner ou alors de dire ceci, cela. Donc je pense qu'il faut toujours tendre vers cette union, il faut toujours tendre vers la mise en commun donc de nos efforts, vers la mise en commun de nos ressources pour pouvoir continuer le chemin du développement. Une collaboration qui se fera dans le respect des 3 principes qui guident l'action gouvernementale, dira le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Daoud Ali Mohamedine, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Le Mali est ouvert à travailler aujourd'hui en bilatéral avec tous les pays qui le désirent dans le strict respect des 3 principes fondamentaux qui guident l'action publique au Mali. Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup pour la montée en puissance de nos armées, pour la formation, l'équipement, et cela avec le soutien indéfectible de notre peuple. Aujourd'hui, notre plus grande force, notre plus grande chance, c'est le soutien de notre peuple. Et j'aime bien le dire, quand vous avez votre peuple derrière vous, vous partez la tête haute. Nous avions continué à lutter contre le terrorisme, et si nous avions aujourd'hui pris le choix de nous retirer, c'est un choix légitime parce qu'à un moment, il fallait vraiment décider ou périr ou disparaître ou se retirer d'une organisation qui a pris des décisions qui nous affaiblissaient mais qui renforçaient nos ennemis. Après 2 heures d'échange, les 2 parties se sont quittées dans l'espoir d'accorder les violons pour la stabilité du Sahel. La gestion sécurisée de la transhumance, l'implication du public et du privé dans le pastoralisme au sel et dans les pays côtiers et le développement des chaînes de valeur dans la filière bétail, viande et lait, tels sont les principaux points contenus dans la déclaration du forum de haut niveau Nouakchott plus 10, forum dont les travaux ont pris fin hier en Mauritanie. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Dili Maran Diabaté et Suleiman Kenza Sidibé. La déclaration de Nouakchott plus 10 engage les autorités des États du Sahel à inscrire désormais la donne du pastoralisme dans les politiques publiques de développement. Mieux, la déclaration les invite à l'émergence d'une économie du pastoralisme, toutes choses devant déboucher sur la création d'emplois, la création de ressources pour tous les acteurs, tout en luttant contre l'extrême pauvreté dans nos contrées. La première phase des projets du pastoral dans le Sahel a donné de très bons résultats. Moussa Koulibaly, coordinateur PRAPS Mali. L'amélioration de la santé animale, l'amélioration de l'alimentation, l'accès à l'alimentation des animaux. Il y a eu des infrastructures d'accès au marché, telles que le marché à bétail, des étals de boucherie, et des unités de séchage, de transformation de lait. Donc, c'est vraiment des infrastructures d'accès au marché aussi qui ont été réalisées. Il y a eu l'inclusion sociale des femmes et des jeunes à travers le financement des activités jeunes à titre de revenu et aussi même des financements des sous-projets chaînes de valeur. À l'aune de cette démarche volontaire, il y a la sécurité, d'où la nécessité d'une prise de conscience globale pour faire face. Colonel El Hadji Ousmane Mahaman, ministre de l'élevage du Niger. Notre espace, notamment la Confédération AES aujourd'hui, est en proie au terrorisme. Il est créé parce que ces États en veulent maintenant leur propre indépendance, leur souveraineté. Et on connaît qui est derrière. Les organisations fêtières autour de l'élevage ont pris bonne note et s'engagent pour plus d'actions salvatrices sur le terrain. Youbaba, ministre de l'élevage du Mali. Il y a des acquis par rapport à Nouakchott 2013. Il y a des défis. Ils viennent d'en citer. Et ce que moi je veux ajouter, c'est vraiment les maladies. Les maladies au niveau de nos animaux qu'il faut maîtriser, mais aussi et surtout par rapport aux perspectives, il faut un engagement fort de tous les États et de tous les partenaires techniques et financiers. Vous avez vu que tous les partenaires techniques et financiers se sont engagés à accompagner le Mali. Il faut saluer les organisations, les fêtières, les interprofessions qui nous ont accompagnés. Il est question d'ici 2034 de bâtir une économie forte du pastoralisme, des produits et sous-produits de l'élevage que de l'aliment bétail. Certains préconisent la mise en place d'un circuit de production et de distribution des plantes fourragères dans nos pays. En tous les cas, les bailleurs de fonds, principalement la Banque mondiale, ont renouvelé leur engagement pour le développement de l'élevage et la transhumance apaisée dans le Sahel, en Afrique de l'Ouest, de l'Afrique tout court. Nouakchott, Suleiman Kenza Sidibé, Limagan Diabaté pour l'ORTM.
Au Tchad, plus de 60 000 nouveaux réfugiés soudanais sont arrivés dans le pays en octobre dernier. Depuis le début de la guerre au Soudan, il y a 18 mois, plus de 680 000 Soudanais ont trouvé refuge au Tchad à ce jour. En l'absence d'une solution politique, les combats continueront à provoquer de nouveaux déplacements menaçant de déstabiliser l'ensemble de la région. L'information a été donnée par Filippo Grandi, haut commissaire des réfugiés pour les Nations Unies. Au Botswana, 10 jours après sa victoire, le tout nouveau président Douma Boko a prêté serment hier. Âgé de 54 ans, Douma Boko a été investi devant plusieurs présidents africains, notamment ceux du Madagascar, de la Namibie, de la Zambie et du Zimbabwe. En Russie, le forum des jeunes leaders des BRICS Plus a donc débuté hier et prend fin aujourd'hui sous le thème « L'intégration des initiatives de jeunesse » pour surmonter les défis et menaces mondiaux auxquels la société moderne est confrontée. À cette occasion, les participants discutent de la manière dont ils peuvent contribuer à résoudre les problèmes urgents. On s'attend à ce qu'une série de projets internationaux visant à construire un monde multipolaire doit être élaborée. Nous restons donc en Russie. Le Mali participera à la première conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique qui s'ouvre aujourd'hui à Sochi, dans le sud de la Russie. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale à la tête d'une délégation est déjà sur place. Ce forum, qui regroupe une cinquantaine de dirigeants russes et africains, sera l'occasion de faire le point des recommandations du dernier sommet Russie-Afrique afin de renforcer davantage le partenariat. On fait le point avec nos envoyés spéciaux Siriki Dambélé et Abdou Salam Bambara. Promouvoir un monde multipolaire avec des partenaires africains, voilà tout l'enjeu de cette première conférence ministérielle Russie-Afrique qui s'ouvre ce samedi à Sochi, dans le sud de la Russie. Plus de 1500 participants, dont une cinquantaine de ministres, sont enregistrés. Le Mali est représenté par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, qui participera aux 19 tables rondes et événements thématiques pendant les 2 jours. Des thématiques qui portent entre autres sur la lutte contre le terrorisme, la coopération dans le domaine de la santé, de l'enseignement supérieur, de l'agriculture, ou encore la formation d'un système international de sécurité de l'information. En somme, Moscou et ses partenaires africains veulent afficher à travers ce forum leur volonté partagée d'aller loin dans le renforcement du partenariat stratégique. Il faut rappeler que cette conférence ministérielle est une des recommandations du sommet Russie-Afrique tenu en juillet 2023 à Saint-Pétersbourg, sommet qui avait vu la participation du président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Sochi, Sidiki Dambélé, Abdul Salam Bambara pour l'ORTM. AES Actualité. Oui, des noms de communes à retenir. Zignari, Manga, Koudougou, Banfoura, Goua. Pendant les 6 prochains mois, ces communes vont être nettoyées au quotidien par des brigadiers. Le ministre en charge des infrastructures et son collègue de l'urbanisme ont lancé hier à Manga la deuxième phase des mesures sociales du gouvernement. Le programme mobilise 800 personnes âgées de 15 à 45 ans. Depuis le Burkina Faso, nous faisons le point avec Gezuma Sanogo. 150 brigadiers à l'œuvre tout au long du mur du stade régional de Manga à Pouissin, secteur 4. Et c'est parti pour la deuxième phase des mesures sociales du gouvernement. La cité de l'Épervier va bénéficier pendant 6 mois, en outre, de curage des caniveaux, de débroussaillage, de nettoyage. Un soutien de taille selon le préfet et président de la délégation spéciale Béranger Bioun. Au budget primitif, on avait budgétisé 8 millions pour mener cette activité. Mais je vais vous dire, jusqu'à présent, on n'a pas pu avoir un prestataire parce que le montant était très minime. Lucien Bouda est un des brigadiers. Il a reçu des mains des autorités les outils de nettoyage au nom des 800 bénéficiaires de cette deuxième phase des 5 communes qui sont Zignaré, Koudougou, Manga, Gawa et Banfoura. On va travailler bien pour le meilleur pour le commune de Manga. Chaque brigadier recevra par mois 45 000 francs CFA soumis à une épargne volontaire de 10 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout, selon le capitaine Olo Palinfo, secrétaire permanent des travaux routiers à haute intensité de main-d'œuvre. Les brigadiers ont droit à une assurance accident sur la période de 6 mois. Ils ont eu droit à une vaccination de tétanos et la fièvre typhoïde. Pour les matériels et les prises en charge, l'État consent environ 270 millions de francs CFA selon les SP Trimo et les milices en charge des infrastructures d'appeler les brigadiers à se mobiliser.
Adama Luxorgou. Ces travaux vont permettre de créer des emplois aux jeunes, aux femmes, que nous encourageons à persévérer dans le travail. La deuxième phase des mesures sociales du gouvernement va de novembre 2024 à mai 2025. La première phase s'est déroulée de février à juillet 2024 à Dédougou, Fada, Kaya, Waïgouya et Tenkodougou. Elle avait mobilisé 1000 brigadiers. Nous sommes au Niger, cérémonie officielle de lancement à Madaroufa au niveau du lac qui porte le même nom de la campagne nationale d'empoisonnement des mers. C'est dans la région de Maradi. C'est le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement qui a présidé la cérémonie en présence du gouverneur de la région de Maradi et plusieurs personnalités. Le compte rendu de Gwanga Gibrima. Une journée historique pour la population riveraine du lac Madarumfa et les professionnels de la pêche, car elle consacre l'empoisonnement du lac Madarumfa, le plus grand plan d'eau de surface permanent de la région de Maradi, confronté ces dernières années à des défis de plusieurs ordres. Une campagne nationale de lancement de l'empoisonnement des mares placée sous le haut patronage du ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement. En procédant au lancement de la campagne nationale d'empoisonnement des mares, le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement, le colonel Ablaye Meizama, a souligné la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie dans le cadre de la souveraineté alimentaire, d'où l'importance de l'aménagement et de la valorisation des ressources halieutiques. Cette cérémonie vise à informer et sensibiliser les communautés de l'importance de l'empoisonnement des mares dans le cadre de la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Procéder à une démonstration des techniques d'empoisonnement sur le site de lancement officiel de la campagne. Échanger avec la communauté des pêcheurs et des autres acteurs de la filière sur les enjeux de la préservation de l'environnement en général et des pêcheries en particulier. Reconstituer le potentiel halieutique du lac par l'empoisonnement des espèces des familles citées si haut. Lancer un appel à l'action pour la sauvegarde du site Ramsar, du lac de Madaroufa en particulier et toutes les autres pêcheries des zones humides du Niger en général en vue de la préservation de leur rôle écologique, leurs attributs, leurs services écosystémiques qu'ils offrent aux exploitants. Après le lancement officiel de la campagne de l'empoisonnement des mares, le colonel Maïzama Abdoulaye a visité la digue filtrante réalisée sur le lit du Goulbi, un ouvrage qui empêche l'auto-empoisonnement naturel. Le ministre en charge de l'environnement a écouté les techniciens qui ont proposé des solutions, entre autres l'installation de vannes pour permettre le passage des poissons. Oui, on parle sport avec Famou Dourtier. Bonjour. Bonjour Mohamed Diarra, bonjour à tous. On commence par la liste du sélectionneur des Aigles, Tom Saint-Fitz, qui a rendu public donc sa liste de 25 joueurs convoqués pour les 2 dernières journées des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Alors, qui peut-on retenir de cette liste? Eh bien, cette liste est marquée par le retour du milieu offensif de Brest, Kamuru Doumbia, souvent brillant en sélection et laissé au repos lors des 2 derniers rassemblements. Le buteur Ibrahima Kone fait aussi son grand retour pour la première fois depuis sa grave blessure survenue en octobre 2023 en amical contre la Guinée-Bissau. En revanche, grosse surprise avec Amadou Aïdara Doudou qui sort du groupe, remplaçant au coup d'envoi des 2 derniers matchs. Le milieu de terrain du RB Leipzig en Allemagne a vu son statut progressivement érodé ces derniers mois malgré sa place de titulaire en club. Le milieu de terrain des Aigles du Mali, Lassana Koulibaly de Lecce en Italie, est également éjecté, tout comme Salim Diakité de Palermo qui s'était pourtant imposé comme titulaire dans le couloir gauche des Aigles ces derniers mois. Moins installé en sélection, le gardien Ngolo Traoré du Stade Malien de Bamako, le défenseur Ibrahima Sissé et le milieu de terrain Amadi Kamara sortent aussi du groupe. Alors forcément d'autres joueurs en profitent pour intégrer la liste, à commencer par le latéral droit de Clermont en Ligue 2 française, Cheikh Oumar Konaté, convoqué pour la première fois, ainsi que le milieu de terrain du Stade Malien de Bamako, Fadi S. Koulibaly, le gardien Ismaël Diarra Diawara, l'ancien Toulousain Moussa Diarra et le défenseur central du Sporting Braga en Portugal, Sigou Niakate, sont également appelés. Rappelez, si Amari Traoré et Boubacar Kiki Kouyaté sont toujours blessés, Falaï Sako et Modibo Sagna sont toujours zappés. Le Mali pourra compter sur ses cadres comme Yves Bissouma, El Bilal Touré ou encore Lassine Senayoro pour aller chercher la qualification.
avec 4 points d'avance sur la Guinée-Bissau. Troisième, le Mali, 8 points et co-leader de son groupe avec le Mozambique, a déjà fait une bonne partie du chemin, mais il faudra bien négocier le déplacement à Maputo vendredi prochain, le 15 novembre, avant la réception de l'Eswatini, ici à Bamako, au stade du 26 mars, le 19 du même mois. Le regroupement des Aigles du Mali se fera à Maputo, la capitale mozambicaine, à partir de ce lundi 11 novembre. Et nos envoyés spéciaux à Maputo sont Sragatou Cissé et Sidi Moribo Dambélé. Le World Football 2025 de la division Ouest Elite 16 est déjà au stade des demi-finales. Les Blancs de Bamako sont au rendez-vous. Oui, les deux affiches sont connues depuis jeudi soir. Les 4 équipes qualifiées pour le Caridas étaient en repos ce vendredi. Les sauces sérieuses reprennent cet après-midi. Le stade malien de Bamako, après son 3-3 et sa première place dans le groupe A, affronte Kadi Sport Académie du Cameroun, deuxième du groupe B, au compte de la première affiche des demi-finales. Ce sera à partir des 16h30 GMT. Après ce match, les Ivoiriens d'ABC Fighters, deuxième du groupe A, vont défier Al Ahly Tripoli de la Ligue B, premier du groupe B depuis le début de la compétition et leader du groupe B. Cette rencontre débute à 19h temps universel. Rappelons que les finalistes de la division Ouest composteront leur billet pour la phase finale de la BAL 2025. Le 5e forum des athlètes du Mali s'est tenu les 7 et 8 novembre 2024 ici à Bamako. Avec vous, faisons le récapitulatif. Ce forum placé sous le thème Responsabilisons les athlètes et leur entourage a été l'occasion de rassembler tous les athlètes de toutes les disciplines sportives du Mali. Il a été organisé par le Comité national olympique et sportif du Mali à travers sa commission des athlètes avec à sa tête Djenebou Danté. Des panels ont été animés par des personnalités de renom dans le domaine du sport malien qui ont pris la parole pour approfondir le sujet du forum. Ces experts ont abordé la manière dont les athlètes et leur entourage peuvent être mieux encadrés et responsabilisés pour renforcer la performance sportive et le développement personnel. Les échanges ont permis de soulever des questions importantes sur la gestion de la carrière des athlètes et le rôle des différentes parties prenantes dans leur réussite. Les participants ont pu explorer des sous-thèmes variés avec un accent particulier sur la responsabilisation des athlètes et de leur entourage. Selon le Sénos Mali, ce 5e forum vise à renforcer la collaboration entre les disciplines et à discuter des enjeux qui concernent les athlètes et leur soutien. C'était là l'essentiel de l'actualité sportive. Merci bien Famrou Djouté. À 9h22, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Badi Touré et Amadissou. Réalisation Adam Maïga. La coordination est assurée par Ousmane Dao. Passez d'excellents moments en compagnie du programme de Radio Mali. Au revoir.